Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! On est de retour avec un nouvel épisode de Moment Culte, l'épisode 49, inspiré d'une histoire vraie, ou d'ailleurs on pourrait même dire d'après une histoire vraie. Ce sera une des œuvres dont on parlera aujourd'hui. J'ai Thibaut avec moi, comme à chaque fois en fait. Ça fait, je crois que c'est le 49e et 49 fois ensemble. Peut-être un seul que j'ai fait tout seul à une époque, au tout début. Je pense qu'il y en a un effectivement où je ne suis pas là, mais sinon, Ouais. ouais, donc ça doit faire 48 fois en tout cas pour moi. Salut Max, tu vas bien? Ça va bien, j'espère que ça va aussi pour toi. Donc, Yes. aujourd'hui, on se concentre sur les œuvres de fiction qui sont inspirées d'histoires vraies, presque à 100% ou un petit peu moins. Donc, on verra qu'au fil des 10 œuvres qu'on a sélectionnées, on commence, on est bien dans le réel, et puis petit à petit, le réel et la fiction se mélangent jusqu'à des œuvres qui sont où il est très difficile en fait de mesurer la différence entre ce qui fait partie de la fiction et ce qui fait partie du réel. Et alors pour la première, je parlais d'après une histoire vraie. Ça résonne un peu comme une œuvre de Delphine de Vigan, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. On va voir effectivement aujourd'hui que inspiré d'une histoire vraie, c'est vraiment un thème qui fait florès et qu'on voit. En fait, très souvent, rien qu'au cinéma, combien de fois doit-on pas se inspirer d'une histoire vraie, based upon a true story ou quelque chose comme ça. Et dans la littérature aussi, bien évidemment. Alors, ça semblait justement comme une évidence de commencer par d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Quand on a choisi le thème, en fait, je me suis précipité sur le livre parce que j'avais jamais eu l'occasion de lire Delphine de Vigan. Or, aujourd'hui, c'est quand même une romancière qui compte en France. Et voilà, donc on va voir ce que ça raconte exactement. Alors, dans ce d'après une histoire vraie, on va dire que le titre, on ne ment pas sur la marchandise, puisque effectivement, Delphine de Vigan se met en scène, en fait. Donc, on retrouve une narratrice écrivaine qui s'appelle aussi Delphine et qui en fait ressemble tout à fait à l'autrice puisque elle sort, donc le roman a été publié en 2015, elle sort d'un livre qu'elle a accompagné dans une sorte de tournée, elle en est ressortie extrêmement fatiguée et alors surtout elle est un peu après ça en panne d'inspiration. C'est vraiment plus quoi écrire. Et juste à ce moment-là, à un moment, en fait, dans une soirée, elle fait une rencontre d'une personne qui s'appelle Elle, elle sera toujours appelée Elle tout au long du récit, donc Elle point, on ne connaît pas son prénom. Mais au départ, c'est une simple discussion lors d'une soirée, mais peu à peu, elle s'immisce de plus en plus dans la vie de Delphine. Elle veut savoir ce qu'elle va écrire et elle l'incite en fait à sortir de la fiction. Il faut arrêter en fait avec l'imagination. Car selon elle, les lecteurs demandent du réel, du vécu, et donc il faut parler de sa propre vie. Et peu à peu, elle s'immisce dans la vie de Delphine, elle vient habiter avec elle, et c'est finalement une sorte d'emprise auquel l'écrivaine se retrouve confrontée. Je vais commencer par dire que je n'ai pas été convaincu, peut-être, parce que c'est vraiment... en fait, j'étais assez déçu. On a comme ça, en fait, une sorte de jeu de miroir entre l'autobiographie, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est de la fiction. Il y a un peu de thriller quand même, ça il on va pas lui enlever ça. Et parce qu'on se demande un peu comment la relation va évoluer entre les personnages et on commence à se dire au fur et à mesure du récit qu'elle est de plus en plus dangereuse. Et donc jusqu'où ça peut aller. Donc ça, de ce côté-là, on va dire, c'est le côté plus passionnant, en tout cas, qui fait tourner les pages. Mais au-delà de ça, en fait, la vraie réflexion derrière de l'autrice, de Delphine Vigan, c'est la place du vrai dans la littérature. Et ça, mon Dieu, c'est finalement quelque chose d'assez simple, c'est presque un lieu commun. Évidemment qu'un écrivain transforme la réalité. Ça fait partie du jeu. T'as pas, à moins de vouloir prétendre écrire un document ou au cinéma un documentaire, évidemment qu'il y a des choses qui sont imaginées. Et finalement, c'est un peu le moteur unique du roman et presque, je pense qu'il y a 380 pages juste autour de cette idée-là. C'est un peu faible finalement. Et voilà, l'autrice finalement se met tellement en scène, mais sans prise de recul, et en tournant juste autour de cette question, finalement ça tombe à plat en fait. Voilà, moi je trouve ça très très finalement auto-centré, et voilà, donc vraiment, vraiment pas convaincu. D'accord. Je parle quand même de cette œuvre-ci parce que c'est vrai que d'habitude, nous avons tendance à parler plutôt de ce qui nous a vraiment plu, mais vu le thème qu'on a choisi aujourd'hui, ça semblait impératif que j'en parle quand même. Dans mon cas, je dirais que ça dépend. Mais je sais que toi, tu es toujours assez positif, ou si ça ne t'a pas plu, tu préfères ne pas en parler. Mais alors, pour De Vigan ici, étant donné qu'elle était peut-être
en panne d'inspiration, elle est quand même parvenue à produire 380 pages, ce qui est Autour, étonnant au final. autour de cette panne d'inspiration, oui. Ouais, Bah oui, évidemment, c'est un peu long. Et moi, ce que je dirais aussi, et on va explorer ça un peu plus tard aujourd'hui, c'est que finalement, c'est quelque chose d'assez français. C'est une interprétation assez française inspirée d'une histoire vraie. En fait, ce qu'on voit ici, c'est que les Français, je trouve, en tout cas, c'est évidemment il faut rester modeste sur ce que j'ai pu lire, sur ce que je connais de la littérature française, mais quand il est question comme ça de littérature du vrai, les écrivains ont tendance à s'accrocher très très fort à la réalité et à se mettre vraiment en scène et à rechercher comme vraiment à tout prix une forme d'authenticité plus qu'autre chose, quoi, finalement. Voilà, et ce d'après une histoire vraie, en fait, illustre vraiment ça. d'accord. Mais juste un dernier point, il ne faut pas trop critiquer nos voisins français, étant donné que je pense qu'on a quand même quelques abonnés qui viennent de là. Donc il faut quand même protéger cette partie du public. C'était juste une Ah, réflexion sur la littérature en général. Dieu sait que j'ai déjà parlé avec en mettant en avant vraiment beaucoup de tout le positif d'auteurs comme Laurent Godet, qui est un auteur que nous aimons déjà vraiment beaucoup, Patrick Modiano. Donc, mais en tout cas, pour la littérature, ici, c'est vraiment la littérature du soi et l'autofiction, qui est un genre quand même très français, et ici dans lequel je trouve que je ne m'y retrouve pas du tout, et qui, dans ce livre, justement, ne parvient pas à dépasser ce côté est-ce réel ou pas réel pour en faire quelque chose de plus ample, voilà, qui peut emporter plus le lecteur, en tout cas. Voilà. D'accord, très bien. Mais alors, pour faire une transition ici, je souhaiterais passer aux États-Unis et parler du roman De sang-froid de Truman Capote. Ça a été publié en 1966. Et ici, si je devais mélanger le thème du jour avec le mot criminel, je penserais automatiquement en fait à cette œuvre de cet auteur. Et dans ce roman, l'auteur va nous conter l'histoire vraie de deux truands et de leurs crimes que l'on pourrait presque qualifier de crimes gratuits, tant ils donnent l'impression d'avoir été aléatoires, sans provocation et sans motif très solide. Donc ces deux truands venaient d'être libérés de prison et sur un conseil, un type des co-détenus, ils ont décidé de se rendre à une adresse en pensant trouver un coffre-fort plein d'argent liquide. Donc c'était dans une petite ferme, il y avait un entrepreneur fermier qui engageait pas mal de monde dans la région et qui donnait l'impression d'être assez à l'aise financièrement. À cette période, on est dans les années 50, ces deux hommes ont pris pour cible une famille de Holcomb, c'est au Kansas, au plein cœur des États-Unis, et les ont brutalement tués. L'intérêt du roman, c'est vraiment cette approche très recherchée, très détaillée. Pour commencer, donc l'auteur a commencé par interviewer autant que possible les habitants du patelin, et puis il s'est même rendu en prison pour échanger avec les truands. Lors de une ou même plusieurs visites, il a assisté au procès et il s'est même rendu au jour de leur exécution. Et entre-temps, il a échangé pas mal de lettres également. Donc, cette particularité, c'était de vouloir, au départ, le roman se lance plutôt dans une description de la nature, à quoi ressemble ce coin du Kansas, les prairies. Petit à petit, on passe à une description de la maison, les membres de la famille, et puis on parle des deux truands. On essaie de comprendre un peu leur psychologie, donc c'était une approche que l'auteur a choisie. Et l'intérêt, c'est donc le côté psychologique des meurtriers, et puis la tentative de retracer leur passé, deviner leurs pensées pour au final en arriver à ce crime. Et il y a aussi un moment post-crime, donc il y a toute une course-poursuite ou une traque. Disons plutôt, il y a toute une période de traque et de procès par la suite qui est aussi documentée jusqu'à l'exécution finale. Donc, c'est un roman, je pense qu'au niveau criminel, qui fait partie des 50 meilleurs romans écrits jusqu'ici et qui laisse une marque. Moi, si je devais parler d'un seul détail bien précis, je me souviens qu'un des deux truands avait, pour des raisons de santé, décidé de mastiquer pas mal d'aspirine. Donc ça, c'était peut-être une petite anecdote. Est-ce que c'était pour sa pression artérielle, pour autre chose? Je me souviens qu'il y avait l'aspirine avait un côté assez important dans cette histoire. C'est un petit détail qui fait réel, justement. C'est ça qui permet aussi de s'accrocher au livre, quoi. Et détail qui est plutôt inhabituel, si vous parlez de ça. Donc, c'est pour De sang-froid de Truman Capote.
que je peux Et donc, recommander, que j'ai lu il y a très longtemps d'ailleurs. c'est vraiment, du coup, l'auteur s'est vraiment immergé comme ça dans l'histoire. Comment est-ce qu'il a fait Eh bien, si je me pour souviens raconter bien, ça? c'est peut-être à la différence du côté autofiction, il est très détaché de l'histoire, il raconte les Mhm, faits avec une certaine distance, presque de manière objective, donc il ne juge pas les truands, il explique les faits comme ils sont, il ne va pas non plus dramatiser la famille, il les présente, on parle d'un couple, de leurs enfants, comprend un petit peu à quoi ils ressemblaient. Je pense que c'est sûrement basé sur des photos, des témoignages du village, mais c'est sans côté trop émotionnel, sans que ça devienne larmoyant. Donc il y mhm. a un côté peut-être froid aussi dans le fait de raconter cette histoire. Et de ce que j'ai pu lire, suite à l'exécution des prisonniers, il est d'ailleurs tombé en dépression, donc il avait commencé à créer une sorte de relation un peu malsaine, même avec l'histoire, en étant tellement plongé dedans que ça l'a marqué aussi par la suite. Mhm. Mais donc le matériau, enfin le genre choisi, ça reste quand même un roman. Ce n'est pas un essai. Où j'imagine qu'il y a quand même des petites interprétations à certains moments. En tout cas, rendre romanesque peut-être certains passages pour les rendre plus prenants pour le lecteur, j'imagine. Oui, et j'ai vu aussi en préparant, il a été critiqué pour avoir peut-être imaginé certaines choses, certains dialogues. Évidemment, rien n'était Mhm. enregistré à l'époque. La plupart des criminels ne s'enregistrent pas non plus. Donc ça tombe peut-être un peu sous le sens. Quoique le fait d'avoir discuté avec les deux protagonistes, ça peut-être a recréé des dialogues. Donc il a pu prendre note potentiellement des dialogues, de différentes discussions avant et après, notamment les exécutions qui ont été faites des membres de cette famille. Évidemment, il y a une part de fictionnel là-dedans parce que rien n'a été enregistré. Donc c'est sur base de mémoire ou sur base de le fait de deviner de ce qui a pu se dire ou se faire à ce moment-là. Ouais, et ça ressemble un peu presque au new journalisme, je ne sais pas comme le nouveau journalisme en fait, qui est une technique aussi américaine de raconter les faits justement et qui n'est pas française. Donc ça c'est vraiment un premier point qu'on voit, c'est déjà un premier contrepoint. Même si ça reste très proche de la réalité, c'est déjà un premier contrepoint qu'on voit entre États-Unis et France finalement ici. Oui, et je pense qu'il est possible que ce soit un des premiers à avoir fait Mhm. l'usage de ce terme de new journalism, parce que je l'ai Ok. vu en préparant que c'est presque un genre, je ne dirais pas qu'il l'a inventé, mais que ça fait partie du style new journalism. C'est confirmé sur la page Wikipédia, par exemple, en anglais. Très bien. Alors moi, je vais revenir en France et passer au cinéma avec un film qui est sorti en fait très récemment, ici début 2026, et qui s'appelle À pied d'œuvre. Alors À pied d'œuvre, c'est un film de Valérie Donzelli qu'on connaît pour avoir surtout réalisé La guerre est déclarée, qui était un film inspiré de sa propre vie, qui racontait comment des parents vont sauver leur enfant qui a, je pense, atteint une maladie ou quelque chose comme ça. J'ai pas vu ce film-là. En tout cas, depuis lors, Valérie Donzelli a vraiment accédé à une certaine notoriété en France. Et donc ici est sorti plutôt il n'y a pas si longtemps que ça, À pied d'œuvre. Alors, À pied d'œuvre, c'est une adaptation d'un roman d'un certain Franck Courtès. Franck Courtès qui a raconté sa propre vie. Donc en fait, ici, on est vraiment... En fait, on retourne un peu presque dans l'autofiction, sauf qu'ici, c'est un film, donc l'adaptation... Donc avec le regard évidemment de la réalisatrice et avec peut-être un... J'ai pas lu le roman, mais une petite différence en tout cas, c'est au niveau de l'âge du personnage principal, puisque je pense que Valérie Donzelli avait pensé à quelqu'un d'autre. Finalement, c'est Bastien Bouillon au départ, et puis c'est Bastien Bouillon qui a endossé le rôle, qui est plus jeune que Franck Courtès au moment où il a écrit le livre, et donc voilà, c'est peut-être une petite différence. Pour le reste, je pense que c'est assez bien c'est assez fidèle au roman. Et alors en fait, ici, on suit un ancien photographe. Donc Franck était photographe et ça marchait assez bien pour lui, il gagnait bien sa vie, mais il a voulu en fait opérer un tournant radical parce qu'il avait toujours rêvé d'être écrivain et donc presque du jour au lendemain, il arrête complètement son métier de photographe pour se consacrer entièrement, pleinement à l'écriture. Alors évidemment, les revenus se tarissent très très vite, il publie quelques romans, avec un succès d'estime, on va dire. Donc, ils vendent parfois quelques milliers d'exemplaires, mais c'est pas avec ça qu'il vit. Et comme il le dit dans le film, mais en fait, il reçoit peut-être 200 à 300 euros de droits d'auteur par mois, et c'est tout. Il n'y a pas d'autre rentrée financière. Donc, très vite, en fait, il sombre dans la précarité, et même sa famille, en fait, a du mal à comprendre son choix de vie, d'autant qu'à un moment, ils doivent même pas, la famille part au Canada, et lui ne peut pas les suivre.
parce que de toute façon, il n'a pas de quoi, enfin, il ne peut pas aller suivre. Je ne sais plus si c'est un temporaire ou si c'est permanent, mais en tout cas, il n'a pas l'occasion même d'aller voir son fils, notamment sur place, parce que il faut se payer un billet d'avion, etc. Donc, il est obligé en fait de recourir à des petits boulots. Il se présente bien je pense que ça s'appelle plus Pôle emploi maintenant en France, mais en tout cas à l'agence chargée de trouver, enfin, d'aider les gens à trouver du travail. Première question qu'il pose, est-ce que je vais avoir du temps pour écrire? Qu'on le regarde un peu bizarrement, évidemment. Et donc, du coup, il n'essaye même plus et il se retrouve en fait à accepter des petits boulots via une application. Alors, je ne sais pas si ça existe vraiment de cette façon-là, mais en tout cas, donc, sur cette application, des gens peuvent poster un petit boulot du style tondre ma pelouse ou casser une cloison, des choses comme ça. Et c'est démarrer les enchères à 25 euros par exemple. Et puis les enchères sont de plus en plus basses jusqu'au moment où le deal est fait. Donc évidemment, ce sont des petits boulots qui sont extrêmement mal payés, qui accélèrent la précarisation en fait de ces travailleurs. Et à côté de ça, lui, en fait, il essaie de se faire publier un nouveau roman, mais son éditrice n'est pas convaincue. Et il se dit qu'il va écrire sur sa propre vie de nouveaux précaires en fait. Donc c'est le film, c'est comment est-ce que donc on le suit, mais en même temps il écrit sa propre vie. Alors moi j'ai raconté tout le film en fait. Donc j'ai peut-être été un peu long, mais j'ai raconté tout le film. Donc c'est un peu ça le problème, c'est qu'une fois que les enjeux sont posés, on voit qu'il a choisi, parce que c'est quand même le mentionner, cette vie de précaire. Que se passe-t-il? Pas grand-chose. On le voit aligner les petits boulots, on le voit continuer à écrire, et c'est à peu près tout. Donc c'est un peu dommage parce que voilà, cette volonté finalement de coller tellement à la réalité de ce que cet écrivain, dans la réalité, le Franck Courtès a réellement vécu, en fait, faire disparaître tout romanesque, ça rend les choses très finalement ennuyeuses, quoi. Et il y a, voilà, l'aspect qui est vraiment intéressant du film, c'est ce côté ubérisation de la société. Donc on voit qu'avec effectivement, en fait, les applications, plutôt que de rendre les gens maîtres de leur propre vie, de choisir ce qu'ils veulent, en fait, ça les plonge dans la précarité. Donc ça, c'est un aspect extrêmement intéressant et pour moi, si je peux être un peu dur, le seul aspect réellement intéressant du film. Parce qu'au-delà de ça, on voit pas grand-chose et donc même si le film ne dure qu'une heure et demie, sincèrement, je trouvais ça assez long. Voilà, pour moi, rester à ce point littéral finit par appauvrir complètement le récit. Comme je disais, pas de progression, pas de tension narrative. Voilà, il manque quelque chose en fait pour en faire vraiment un film remarquable, en tout cas, qui resterait à l'esprit, quoi. Donc voilà, il y a du potentiel, je pense, pour faire ça, mais pour moi, c'est pas vraiment du cinéma, quoi. D'accord. Et alors, une question. Donc, il y a un choix délibéré peut-être de Tout à fait. changement de vie, avec une compréhension que ce sera plus précaire. Est-ce qu'il devient plus heureux? Est-ce qu'on voit peut-être un changement à ce niveau-là? Ou est-ce qu'il regrette ses choix? Non, il regrette pas son choix du tout, parce que visiblement, il avait envie de cette vie-là, et il a l'air d'aimer écrire vraiment, de se retrouver là-dedans. Mais à côté de ça, il s'isole de sa famille, il vit tout seul dans une espèce de réduit. Enfin, au départ, c'est une espèce de semi-sous-sol, et puis je sais plus s'il retrouve une chambre de bonne ou quelque chose comme ça, mais en fait, il s'éloigne de tout. En fait, c'est un choix qui l'isole, et ça ne le rend pas heureux puisque sa famille lui manque. En fait, ça, on finit par le sentir aussi. D'accord. Donc, mais tout n'est peut-être pas ajouté. Je crois que tu as donné 1 étoile sur 4, je me souviens bien. J'ai donné oui, oui, tout à fait, parce que comme je disais, l'aspect précarisation, ubérisation, tout ça, voilà, c'est presque un témoignage en fait de notre époque en cela. Ça, c'est intéressant et je dis ça casse le mythe de on est entrepreneur, on choisit son boulot, on choisit sa vie, on n'est pas son 9 to 5 au bureau. C'est très bien. Mais derrière tout cela, il y a surtout beaucoup de précarité, quoi. Oui, c'est vrai que c'est souvent vendu comme étant un rôle de freelance même. Certains cas, on pousse les gens à ouvrir une société à une personne pour réduire l'imposition et faciliter aussi le fait d'être engagé ou viré. D'accord. Mais alors, pour la prochaine, là, je voulais parler de L'Adversaire d'Emmanuel Carrère. C'est sorti en 2000. Et c'est une œuvre très similaire à celle de Truman Capote, de par ses prémices, du point de vue de l'auteur. Donc, on va voir qu'on parle d'un auteur qui découvre un peu par hasard un fait divers. Ici, on va parler d'un médecin, d'un homme qui se prétendait médecin, sans histoire, et qui, d'un jour ou l'autre, a décimé sa famille
ses parents et son chien. Donc, Truman Capote, lui, avait pris connaissance du crime dont j'ai parlé plus tôt de la même manière, donc via le journal. Et l'auteur ici, Emmanuel Carrère, lit ce passage, je pense, en Télérama, je crois qu'il travaille d'ailleurs pour le journal à ce moment-là, et il décide de prendre contact avec le meurtrier pour comprendre ses motifs, son histoire, et créer une œuvre qui va se situer entre le documentaire et le récit autobiographique, parce que Carrère s'installe également dans le roman, va aussi faire écrire une partie de la biographie du meurtrier et va raconter le tout de manière documentée. Alors, c'est un récit qui à nouveau est construit à base d'interviews, donc ils ont passé beaucoup de temps à discuter. Il a assisté au procès. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il aime assister au procès. J'ai déjà eu l'occasion de voir ça sur quelques ouvrages. Il a échangé pas mal avec le meurtrier et le plus étrange, évidemment, dans cette histoire, c'est le contexte. Donc, si on parle du meurtrier, donc Jean-Claude Roman a prétendu pendant 18 ans de travailler comme médecin. Il quittait la maison tous les matins à la même heure. Il disparaissait pendant 6, 8, 10 heures. Il revenait. Il racontait des choses sur sa journée au travail, alors que toute cette période-là se faisait sans travail véritable. Donc, il était plutôt oisif. La provenance de ses revenus n'était pas divulguée. Ce peut que ce soit des crédits, des prêts, des emprunts à des amis. Mais c'est quand son histoire commence à se fissurer qu'il décide de passer à l'acte et que tout s'effondre. Ça, c'est un livre intéressant avec un film d'ailleurs qui a été tourné sur cette histoire en 2002 avec Daniel Auteuil dans le rôle principal. Et en quoi l'approche d'Emmanuel Carrère est différente de celle de Truman Capote? Je n'ai pas fait une analyse vraiment dans le détail. Je dirais peut-être que Carrère se place un peu plus dans le roman. Il aime bien parler de lui, donc il y a parfois un peu il se met en scène, quoi. Il se met en scène, il y a un peu d'auto-congratulation parfois, puis auto-gratification. Il écrit à la première personne, quoi, par exemple. Ça fait un moment que je l'ai lu, mais j'aurais tendance à dire que oui. Il y a aussi comme avec Truman Capote, je pense, une sorte d'un attachement avec la personne, étant donné que c'est quelqu'un avec qui il parle plus souvent que sa femme pendant des mois, des années. Et donc il y a un côté assez noir, presque pervers dans cette relation, mais au final, ça reste aussi une œuvre très intéressante et un fait divers assez inattendu, si on peut dire. Dramatique, évidemment, mais inattendu presque. On pourrait dire, si on se détache du fait des meurtres, presque cocasse, le fait d'imaginer de s'inventer une vie pendant 18 ans, de s'inventer un travail avec des détails, des collègues qu'on invente, raconter à chaque soir une histoire différente à sa famille, c'en est presque inhabituel. Alors, pour poursuivre, je propose de rester dans la littérature francophone, pas tout à fait française, parce que je vais je dois bien l'avouer, reparler d'Amélie Nothomb. On a déjà eu l'occasion de beaucoup parler d'Amélie Nothomb ici, mais pour moi, ça me semblait intéressant d'offrir un premier contrepoint avec ce que j'ai pu dire jusqu'ici et ce qu'on a pu voir finalement chez Emmanuel Carrère. Amélie Nothomb, on l'a vu, a l'habitude d'écrire sur elle-même, sur sa propre vie. Son roman le plus connu, finalement, Stupeur et tremblement, enfin, en tout cas le premier, par lequel elle a obtenu un premier prix, en tout cas le Grand Prix de l'Académie française, et qui a été adapté au cinéma, et qu'on cite souvent comme ses œuvres majeures. C'est vraiment, elle ne s'en est jamais cachée, c'est elle-même, c'est quand elle est retournée au Japon et qu'elle a dû travailler et subir, en fait, qu'elle n'a jamais réussi à s'adapter en fait au système japonais, cette façon de travailler. Donc, on a quelque chose au départ de très réaliste, parce que vraiment, il y avait cette ambition d'écrire sa propre vie, mais en même temps, ce qu'on voit déjà dans Stupeur et tremblement, c'est une volonté de une certaine distanciation par l'utilisation de l'ironie. Quelque chose qui était totalement absent chez Delphine de Vigan et totalement absent dans le film de Valérie Donzelli, totalement absent chez Emmanuel Carrère, si je t'entends bien aussi. Donc déjà, on a une dimension qui, à mon sens, est plus intéressante parce qu'il y a une prise de recul de l'autrice. Je vais parler d'un deuxième de ces romans où qui est de nouveau inspiré de sa propre vie, qui s'appelle Pétronie, qui est sorti en 2014 et qui là, en fait, c'est la rencontre entre Amélie Nothomb et une jeune femme. Elles sympathisent et j'ai envie de dire, c'est une sorte de vagabondage où elles ont l'occasion presque de faire des bêtises. C'est à peu près ça, elles boivent du champagne ensemble. Et finalement, c'est un roman qui est très très drôle aussi, même si l'autrice, de nouveau, se met en scène et en est le sujet du roman. Donc, on est un peu dans l'autofiction finalement, mais avec cette dimension
de distanciation, d'ironie. Ah, mais autant on n'a pas que dans ces romans autobiographiques cette veine ironique, parfois il y a aussi une veine plus sensible où se laisse aller un peu plus d'émotions, et c'était notamment le cas dans Ni d'Ève ni d'Adam, qui est sorti en 2007. Là, elle racontait l'histoire d'amour en fait qu'elle avait eue avec un japonais qui s'appelait Rinri, et qui couvre la période en fait avant Stupeur et Tremblement, pendant et après aussi, en tout cas, donc du moment où elle était retournée au Japon, où elle y a travaillé. Et là, voilà, elle raconte un peu comment s'est passée cette histoire amoureuse. Mais de nouveau, il y a des passages qui sont drôles par moment et à d'autres plus sensibles. Et il y a pas, en tout cas, on ne sent pas cette volonté de vouloir à tout prix raconter la réalité. Voilà absolument les faits tels qu'ils se sont passés. Et je vais prendre le dernier le dernier en tout cas que j'ai choisi ici d'évoquer brièvement, qui est La nostalgie heureuse, qui était sorti en 2013. Je pense que j'en ai déjà parlé il y a très très longtemps. Donc là, en fait, elle retournait de nouveau au Japon, mais de manière plus récente. On pense qu'on était en 2012, quelque chose comme ça, pour les besoins du tournage d'un film documentaire. Et c'était un peu, retourner sur les lieux de son enfance, etc. Qu'est-ce que ça lui évoquait? Et pour Hamilton, c'était l'occasion de parler de ce sentiment japonais de nostalgie heureuse. Donc on était de nouveau dans une veine plus nostalgique. Voilà, moi, ce que je trouve qui me plaît par contre beaucoup chez Amélie Nothomb, c'est qu'il y a une volonté comme ça de ne pas sacraliser le réel. Bien sûr que le matériau principal, c'est sa vie, mais après, il y a ce qu'on choisit et surtout la manière de la raconter. Et c'est ça, je trouve, qui est beaucoup plus intéressant ici et qui permet d'un peu plus embarquer le lecteur, je trouve, et qui, en fait, comme il y a ces dimensions souvent ironiques, ça semble moins autocentré, moins égocentrique en fait. Et ça, pour moi, ça apporte beaucoup plus, le fait de ne jamais se prendre au sérieux comme ça apporte beaucoup plus au lecteur. Voilà, donc moi j'aime beaucoup le jeu avec son image, qu'elle a aussi, d'ailleurs, qu'on le voit parfois dans ses interviews aussi. Mais finalement, dans sa littérature, elle est comme ça aussi. Et voilà, donc il y a déjà pour moi ici une transformation du réel qui est, à mon sens, plus intéressante. Et tu dirais qu'à travers ces 3 ou 4 œuvres que tu as citées, il y a une différence dans l'intensité entre le partage entre le réel et la fiction? Est-ce que tu vois une... Non, je pense qu'il y a vraiment. Donc, elle sort un roman par an. Elle en écrit plus, comme souvent l'occasion de l'expliquer. Je pense que ça dépend vraiment de l'intention. Elle est capable d'aller dans vraiment des histoires extrêmement fantasques, même quand elle parle pas d'elle. Et puis à d'autres moments d'être plus intime, d'être plus intimiste. Je pense que ça dépend vraiment de l'intention de départ, en fait. Et elle est capable du coup de changer. Après, il reste évidemment, c'est toujours de la Nothomb parce que c'est un style très caractéristique, excellente dialoguiste aussi. Et ça, c'est ce qui fait aussi tout le sel. J'ai oublié peut-être d'en parler avant par rapport à Delphine Vigan, où on a une écriture qui ne cherche pas à exprimer quelque chose de précis, qui est juste au service, on va dire, du récit. À Nothomb, il y a aussi un certain plaisir dans le style aussi, et un certain travail qui est très caractéristique. Je comprends que ça puisse parfois agacer, parce qu'il y a des petits tics d'écriture. Voilà, moi, je trouve que c'est ce qui fait vraiment tout le sel aussi de son œuvre, quoi. Oui, d'accord. On y retrouve le mot pneu à chaque fois, tu m'avais dit. Par exemple, tout à fait. Est-ce que tu Mais notes... c'est aussi la volonté, tu vois, d'utiliser des mots de vocabulaire. Je n'ai pas d'exemple là comme ça, mais des mots parfois qui sont pas du tout. J'ai l'impression qu'elle leur sort d'un vieux grimoire ou je ne sais pas quoi. Donc c'est des mots qui existent tout à fait, qu'on n'a pas l'habitude d'employer. Et voilà, ça elle fait assez souvent aussi, quoi. D'accord, très bien. Mais alors pour le prochain, là, je souhaitais parler de La Passion Lépine de Sophie Chauveau. C'est sorti en 2003. Et alors, on va totalement changer. Donc, on va faire un détour vers le monde des arts et la fin du Moyen-Âge. On est en 1414 à Florence. Et on va retrouver au tout début un enfant qui est hirsute, crasseux et qui dessine de manière très frénétique à même la terre et la poussière, et il crée une fresque impressionnante. Et il est par hasard découvert par Cosme de Médicis, qui est le passage et qui le prend sous son aile, et il devient d'ailleurs son bienfaiteur, son patron. Son talent va se développer sous sa protection et va aider ce jeune garçon à devenir Fra Filippo Lippi, qui est un peintre majeur, et on va comprendre un peu plus pourquoi et comment. Donc, l'intérêt du roman ici, en fait, c'est nous présenter une vision que j'ai trouvée un peu moins rose que ce qu'on pourrait imaginer de manière générale quand on pense à la vie des grands peintres. C'est une vie qui est faite, ou même des artistes, c'est une vie qui est faite d'excès, de beuveries, de festins, mais aussi de pauvreté, de galères, de visites régulières dans les maisons closes, avec chaque lundi, là je caricature, un retour au travail pour peindre de manière très sobre des fresques immenses
très souvent pour l'Église ou pour des clients assez riches. Donc, il y a vraiment une opposition assez drastique entre le temps libre et le travail, si on pense à ces artistes de l'époque, du moins. Mais alors, en quoi ce peintre est-il important? Eh bien, et on le comprend à travers le roman, parce que le personnage va être également présenté, il devient le maître, donc il gagne pas mal d'expérience, et puis il va devenir le maître d'un certain Sandro Botticelli, qu'on connaît notamment pour La naissance de Vénus. Et là, le roman a cela d'intéressant qu'on nous explique en détail l'usage des couleurs, l'obtention des pigments, le fait que certains pigments coûtent plus cher que d'autres à obtenir, à utiliser, via différentes techniques. Donc on parle de concassage de différentes matières, le mélange pour obtenir un bleu très précis ou un orange avec une certaine profondeur. Et également on parle de l'approche de la peinture, de l'acte de peindre ces grandes œuvres, qui n'est pas un travail individuel comme peut-être la moyenne des gens pourraient le penser, comme je le pensais avant, mais qui est en fait un vrai travail d'équipe, avec le peintre qui est un chef d'orchestre, un chef d'équipe qui montre les grandes lignes, qui s'occupe des détails qui lui importent, et le reste est délaissé à des petites mains, si on peut dire, qui travaillent sous sa supervision. Donc il y a un côté intéressant aussi de comprendre un peu plus l'histoire de l'art de cette manière-là. Le roman lui-même, je trouvais qu'il était plutôt fluide et qui était prenant. Il n'est pas parfait pour autant, mais c'est une œuvre que j'ai trouvée intéressante pour comprendre et découvrir le monde de la peinture à l'époque florentienne. Alors c'est un livre en fait, pour terminer, qui fait partie d'une trilogie au moins. Donc j'avais commencé à lire le deuxième qui s'appelle Le rêve Botticelli, qui m'avait moins convaincu. Est-ce que c'est parce que je l'avais lu quelques années plus tard et que le style me paraissait un petit peu usé ou un petit peu abusé, une écriture qui me semblait un peu plus simple ou enfantine sur certains aspects. Donc je l'avais abandonné en route. Et je vois qu'elle a aussi écrit un autre sur l'obsession Vinci, donc j'imagine sur Léonard de Vinci. C'est le troisième de la trilogie. Ah oui. Et alors plus tard, parce que donc ça, ils ont été publiés en suivant, et je vois aussi qu'elle a écrit sur Fragonard, et puis il y en a un autre qui s'appelle La fièvre Masaccio. Je ne sais pas si... Oui, j'imagine que ça a l'air d'être aussi de nouveau un peu dans la même veine, quoi. Donc, c'est bien parce que si on aime ce genre et si on aime découvrir des peintres comme ça de la Renaissance, c'est l'occasion, quoi. Oui, franchement, j'en ai un très bon souvenir et c'est peut-être simplement une lecture à prendre pas de manière trop sérieuse, accepter qu'il y ait certaines, parfois des manques de détails ou bien quelques approximations. Une lecture qui peut se faire, pour laquelle on ne doit pas être concentré peut-être à 100%, mais ça reste plaisant. Donc j'ai l'impression que ça reste quand même aussi un bon moment de lecture. Mais en général. Ça t'a donné envie? Ouais, plutôt. Je dois reconnaître que je lis assez peu des fictions historiques comme ça. C'est sans doute un tort. Juste que je ne vais pas naturellement vers ça, mais je trouve que c'est une manière, en fait, très plaisante de découvrir quelque chose. Évidemment, parce qu'on parle toujours d'inspirer d'une histoire vraie. Ici, on est vraiment dans l'inspiration, puisqu'il y a des documents historiques, il y a des techniques, comme tu le dis, sur la peinture, sur les pigments ou des choses comme ça. Et puis, donc ça, évidemment, on peut se rattacher très fort à ce qu'on a. Et puis, tout le reste, il faut l'imaginer, en fait, parce qu'on n'a pas les documents, on n'a pas grand-chose, finalement. Donc, il faut quand même, je pense, quand on est auteur, du coup, un certain talent romanesque pour pouvoir relater, du coup, cette vie sous forme romanesque, quoi. Oui, et alors peut-être que je lui donnerai une deuxième chance. Ça vaut peut-être le coup aussi à voir. Pour le suivant, là, tu voulais parler de Sur la route de Jack Kerouac. Oui, tout à fait. Donc ça, ici, c'est sorti en 1957. Alors, petite précision, moi, j'ai lu ce qu'on a appelé le rouleau original. Donc, la légende, je dis la légende parce que c'est pas complètement attesté, voudrait que Jack Kerouac ait écrit Sur la route presque d'un seul trait, sur un seul rouleau, en assemblant toute une série de feuilles. Et voilà, et du coup, il y a un seul rouleau pour faire le roman. Bon, alors, pour être publié, ça a été il y a eu des adaptations, il y a eu de la relecture, etc. Mais Gallimard a quand même ressorti ce qu'il a appelé le rouleau original, donc qui est le matériau le plus pur de Sur la route tel que Kerouac l'avait écrit au départ. Une des grandes différences avec l'édition qui était la plus connue jusqu'alors, c'est que le nom des personnages n'a pas été modifié. Donc c'est-à-dire que comme Jack Kerouac raconte ses voyages, je vais y venir, eh bien les personnages s'appellent Jack Kerouac du coup, s'appellent Neil Cassady, William Burroughs, Allen Ginsberg et pas Sal Paradise qui est l'alter ego de Kerouac dans Sur la route ou Dean Moriarty qui est l'alter ego de Neil Cassady.
Voilà. Dire aussi que du coup, j'ai lu il y a pas mal de temps, mais du coup, dans ce rouleau original, si je me souviens bien, il n'y a même en termes, tout est écrit d'un seul trait. Donc il y a de la ponctuation, certes, mais il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de chapitre. Ce qui permet de donner une dimension enfiévrée au récit. Et finalement assez proche, je pense, en tout cas, des intentions de l'auteur. Donc, qu'est-ce que ça raconte sur la route, en fait? Eh bien, le narrateur, donc Jack Kerouac ou Sal Paradise, selon l'édition qu'on lit, c'est un jeune écrivain qui habite à New York et qui a besoin de vivre un peu, de vivre, vraiment de vivre, donc de sortir un peu de là où il vit. Et donc, il part comme ça avec ce Neil ou Dean, hein, selon la version qu'on prend. Et ensemble, ils vont voilà, faire des rencontres, ils vont traverser les États-Unis. D'ailleurs, il y aura même plusieurs voyages, mais vraiment traverser complètement les États-Unis en tout cas, et vivre toutes sortes d'aventures, rencontrer des filles notamment. Bon, je ne me souviens plus comme ça, mais il y a certainement de la drogue aussi à certains moments ou des choses comme ça. Bref, voilà, ça a un côté presque chaotique, proche de ce qu'on connaît en tout cas de la vie de Kerouac et de tous ces écrivains de la Beat Generation. Donc, voilà. Pourquoi je voudrais parler de ce roman? Moi, j'ai beaucoup aimé le style, j'ai beaucoup aimé la fièvre, etc. du récit. Je trouve que ça emporte, voilà, ça a beaucoup d'ampleur finalement, et c'est très très plaisant aussi en même temps à lire. Pourquoi je voulais parler de ceci? Mais vraiment, pour moi, c'est le parfait contrepoint de ce qu'on a pu voir justement avec certains écrivains français où on pourrait dire, sur la route, c'est de l'autofiction en fait. Sauf que l'approche est finalement complètement différente. Il n'y a pas cette volonté d'être complètement dans le réel. On n'est pas dans l'autobiographie. C'est plutôt, je transforme le récit et je fabrique une espèce de mythe littéraire, quoi. Parce que finalement, sur la route, c'est ça ce que c'est devenu. C'est un mythe, quoi. Ça se remarque dans le style et dans quelque chose aussi de très américain qui est cette recherche des grands espaces qu'on voit chez Jim Harrison, par exemple, qui est un auteur aussi que j'aime beaucoup. Et voilà. Et donc, je trouve que de nouveau, cette manière de raconter donne beaucoup d'énergie au récit, transporte vraiment le lecteur. Et en fait, là, à la différence de Delphine de Vigan, où le vécu, c'est le vécu, je raconte le vécu. Ici, le vécu, c'est le carburant pour permettre de raconter quelque chose et de former un récit. Et voilà. Et donc, moi, je le transforme et voici la légende que j'ai choisi de raconter. C'est vrai ou c'est pas vrai, c'est pas grave. Ce qui compte, comme je dis, c'est la légende. Moi, je préfère largement cette approche-là, tu l'auras compris. Oui, je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, j'ai vu que je viens de voir sur la page Wikipédia justement qu'il est possible de voir les trajets de Kerouac. Donc, si on se demande, il a fait en fait, je sais pas si c'est d'est en ouest ou Il a parti de démarré New York. de New York. D'accord. Alors moi, je me rappelle très bien qu'effectivement, il ne fait pas qu'un seul voyage, quoi. Il revient et puis il repart. Ok. Voilà, disons qu'il on peut pas dire qu'il avait une vie très rangée, pas du tout, et tous ses compagnons non plus n'avaient pas une vie très rangée, et ça se voit dans ses voyages, quoi. Oui, avec aussi le dernier voyage, une descente vers le Mexique même. Oui, ça, j'avoue que je ne me souviens pas spécialement. Bon, sur la route, c'est quelque chose de très connu, donc ça a été adapté au cinéma. Moi, j'ai vu la version à sa sortie, donc ça remonte déjà il y a longtemps. C'était le film de Walter Salles. Je ne sais pas, c'est en 2012, voilà, c'était sorti en 2012. Et donc c'était avec notamment Kirsten Stewart, ça je me rappelle. Les autres, plus trop. Voilà, donc on a... ça a beaucoup inspiré. C'est un côté, je parlais de légende, mais aussi de mythe fondateur pour une certaine partie de la littérature américaine, en tout cas. C'est une œuvre qui a eu de l'importance, ça c'est clair. D'accord. Je regardais rapidement, je pensais que c'est ce qui avait créé la légende de la route 66, mais je n'ai pas vu de référence. Peut-être qu'on en parle dans le roman. Je ne saurais pas te dire. D'accord. Et là, on peut faire une transition. Restons peut-être aux États-Unis. Et je voulais parler d'un film pour changer. C'est Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. C'est en fait le film le plus récent qu'il a sorti. C'est sorti en 2023. J'ai vu d'ailleurs qu'il a prévu un autre film qui sortira en 2026, d'ici peu. Et alors ici, on va faire un plongeon dans l'Amérique des années 20. On suit Ernest, qui est joué par DiCaprio. C'est un jeune homme qui est un peu naïf, qui revient au pays, à Fairfax, dans l'Oklahoma, juste après la Première Guerre mondiale. Et son oncle, qui est surnommé King, qui est joué par De Niro, c'est un bienfaiteur et un businessman local qui travaille main dans la main avec plusieurs tribus amérindiennes qui vivent dans la ville, mais surtout la tribu des Osages, qui a la particularité d'être bien nantis, donc elles possèdent pas mal de terres et ils ont d'ailleurs les droits
d'exploiter ces terres, donc ils sont mieux logés que la plupart des Américains natifs des États-Unis, du continent. Et c'est donc aussi, il faut replacer ça, c'est une époque qui est marquée par les débuts de l'exploitation du pétrole, avec évidemment de nombreux opportunistes qui se rendent compte rapidement que cette tribu des Osages possède là une mine d'or. Il n'est pas sûr qu'ils soient vraiment au courant, ils ont une approche un peu différente de l'argent et qui est plutôt peut-être moins capitaliste que ce qu'on pourrait imaginer pour les populations venues d'Europe. Et alors, on va comprendre assez rapidement que King est et il reste évidemment un businessman. Il est véreux en plus de ça. Il est prêt à tout pour agrandir son pouvoir, sa fortune son pouvoir sur la communauté, sa fortune de manière générale. Et il ne va pas hésiter à abuser de son capital sympathie pour tenter d'extorquer ou même de voler cette tribu locale des Osages. Donc, il tente de placer des membres de sa famille au sein des familles Osages pour les marier, entre guillemets bien les marier et avoir un certain contrôle par la suite, avoir aussi placé ses pions dans les différentes lignes de succession. Donc il voit ça sur plusieurs générations. Et il va donc placer notamment Ernest DiCaprio et son jeune frère également avec deux femmes amérindiennes. On parle d'un film de Scorsese, donc il va y avoir un bon degré de violence, de crime. Il y a presque un côté mafia local, avec des attaques, des meurtres, des disparitions au sein de la famille Osage. Et comme on pouvait le deviner dès le départ, les preuves accablent de plus en plus King. Je n'en dirai pas plus, mais l'intérêt vraiment du film ici, c'est de retracer cette période qu'on pourrait dire oubliée ou plutôt inconnue de beaucoup. On parle aussi d'une lutte pour la possession individuelle des populations locales et originelles des États-Unis, avec une pression sociale, les meurtres, les spoliations, pas mal de manipulations aussi. Mais une tribu qui commence à s'organiser pour s'y défendre ses droits et qui enverra d'ailleurs un groupe à Washington pour parlementer avec le gouvernement, avec le président des États-Unis et l'agence de l'époque, l'agence BOI, qui est en fait l'équivalent du pré-FBI d'aujourd'hui, et essayer d'avoir un soutien et d'avoir un soutien même policier pour enquêter sur ces différents crimes. Est-ce que c'est un film que tu avais eu l'occasion de voir? Non, j'ai pas vu. Pas du tout. Je veux dire, j'étais un peu rebuté par la longueur parce que c'est quasiment 3 h 30. Est-ce que ça tient la route tout le long? J'avais trouvé peut-être ça un petit peu long, évidemment, mais c'est prendre son temps de placer l'histoire à travers des années. Donc, si je ne me trompe pas, l'histoire dure au moins sur au moins 5-6 années. Donc, on voit l'évolution, la création du couple de DiCaprio avec une des jeunes héritières, des moments de vie commune ensemble aussi. Donc, j'ai remarqué que Scorsese ne veut pas être trop rushé ou poussé, donc il veut faire son film en 3h30, Irishman, celui-ci ou un autre, il le fera en 3h30 et personne n'a à le critiquer, donc et il a sorti le film qu'il avait envie de faire, donc ça il faut apprécier, parce que c'est peut-être un petit peu long. Bon, j'imagine qu'on pouvait toujours un peu couper ici ou là. Ça n'en fait pas un mauvais film, mais ça a l'intérêt d'être un film plutôt engagé, étant donné qu'il raconte une histoire de gens oppressés, encore même aujourd'hui, quoi, du jour d'aujourd'hui. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça a un grand mérite aussi. À voir peut-être en 2 fois alors, ou 3 fois. Oui, si c'est sur des plateformes en général, 3 heures, c'est en 3 fois. Ouais. Je vais parler aussi d'un film maintenant, de nouveau un film très récent, et donc à l'heure où on enregistre ce podcast, on ne sait pas ce qu'il va devenir, mais il est très probable quand même qu'il va se retrouver aux Oscars, puisqu'il s'agit du film Hamnet de Chloé Zhao. On parle en tout cas, et moi je prends les pronostics maintenant, donc ça comme c'est enregistré, on pourra revenir me voir après. L'actrice principale, Jessie Buckley, figure vraiment parmi les favorites pour obtenir l'Oscar de la meilleure actrice, et ce serait certainement très mérité. Alors, la question, c'est comment raconter la vie de quelqu'un dont on ne sait presque rien. En fait, Shakespeare, on sait très peu de choses sur sa vie, très très peu. Et donc le pari ici, c'est non pas d'en faire un biopic, puisque finalement, comme on ne sait pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de matière, mais plutôt, je dirais, d'atteindre une sorte de vérité émotionnelle et de parler, en tout cas, de donner une certaine interprétation de ce qu'a pu être sa vie. C'est basé sur un roman de Maggie O'Farrell, qui est irlandaise, je crains de dire une bêtise, ou peut-être anglaise. Bon, donc Chloé Zhao est une réalisatrice sino-américaine. Et cette adaptation, en fait, la thèse
de l'autrice Maggie O'Farrell, c'est de dire, en fait, Hamlet, une des principales œuvres de Shakespeare qu'on connaît tous, est non pas basée, mais en tout cas une sorte de catharsis de Shakespeare lorsqu'il a perdu en fait son fils qui s'appelait Hamlet. Et voilà, il en a fait en tout cas une pièce. Et voilà, c'est pour une espèce de sorte de transposition de son chagrin, on va dire, dans la création, dans l'écriture. Donc ce qu'on voit dans le film, c'est une partie de sa vie, mais pour éviter justement des procès de est-ce que ça s'est passé comme ça, c'est la réalité. Les personnages en fait s'appellent Will, donc jamais on ne prononce le nom de Shakespeare. On voit peut-être à un moment la pièce que c'est une pièce de Shakespeare sur une sorte de prospectus, mais on ne prononce pas son nom. Donc c'est Will, même pas William, Will. Et sa femme s'appelle pas Anne Hathaway comme dans la réalité, mais Agnès. Première, on va dire, entorse entre guillemets avec la réalité qui permet déjà de prendre une distance et de ne pas subir l'ombre de Shakespeare qui viendrait comme ça tout recouvrir en fait et dont on serait trop prisonnier en fait. Donc ça permet une certaine liberté déjà dans le récit. Finalement, je pense qu'il y a un peu de texte au tout début du film. On pourrait presque ne pas savoir qu'il s'agit de Shakespeare au départ. On voit effectivement un homme qui vit à la campagne avec sa femme. Ils ont plusieurs enfants, donc à un moment ils en ont 3 et on le voit écrire, on le voit partir à Londres de temps en temps pour accompagner sa troupe de théâtre. On voit effectivement le Globe, ce qu'on connaît un peu de la vie de Shakespeare, c'est son théâtre. Mais à côté de ça, on voit aussi la vie de sa femme. Parce que finalement, le vrai personnage central du film, c'est Agnès. C'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle qui a une relation très particulière avec la nature aussi. Et la douleur, évidemment, des parents lors de la perte de cet enfant, donc à l'époque, évidemment, la peste sévissait et le petit Hamlet meurt de la peste. La douleur des parents, c'est surtout en fait la douleur de la femme qu'on voit. Et donc voilà, après on va voir comment le théâtre va permettre en tout cas d'offrir une sorte de catharsis. Alors, le film est déjà très très beau, il faut le mentionner. La photographie est superbe, les décors somptueux. C'est déjà à voir sur grand écran, rien que pour ça, j'ai envie de dire, parce que c'est magnifique. Il y a la volonté aussi de ne pas en vouloir faire un drame larmoyant, selon moi, parce que finalement, les acteurs sont plutôt dans la retenue. Ça, je trouve que c'est assez salutaire aussi, puisque les faits sont déjà dramatiques en eux-mêmes. Pas besoin d'en rajouter, j'ai envie de dire. Et donc voilà, on est vraiment dans la retenue. Et alors, il y a aussi alors je ne sais pas si c'était dans le roman de nouveau que je n'ai pas lu, mais en tout cas dans le choix de la mise en scène, ça certainement, une sorte de mysticisme discret avec la nature, où on voit comme ça la femme Agnès est herboriste, ou je ne sais pas trop, mais en tout cas connaît le pouvoir de certaines plantes, et on sent qu'elle a une relation très forte avec la nature. On n'est pas dans du mysticisme comme chez Terrence Malick, où on a ces grandes questions philosophiques à côté, une voix off, pas du tout, mais en tout cas, la nature finalement est un personnage important du film aussi. Et donc, ici, c'est l'œuvre finale, en tout cas de mon côté, que j'évoque aujourd'hui. On est vraiment dans le complet opposé, je trouve, de l'autofiction, puisque c'est vraiment là, on ne cherche pas à atteindre la réalité des faits, mais plutôt une réalité vécue, une sorte de réalité émotionnelle. Et à mon sens, on atteint quelque chose de plus juste, de plus universel, qui peut beaucoup plus toucher que le petit quotidien de tel écrivain, qui finalement, je suis désolé, mais intéresse assez peu de gens. On a quelque chose ici de beaucoup plus vrai, en fait. Moi, je trouve ça beaucoup plus vrai, moins autocentré. Moi, c'est forcément pas autocentré, puisque c'est pas la vie d'un auteur, mais en tout cas, on est plus amené à ressentir de l'empathie pour les personnages. C'est ça qui transporte, et c'est ça qui fait que le film reste en mémoire et qu'on voit la prestation tout à fait incroyable de Jessie Buckley. Voilà, donc c'est déjà, moi je trouve que on n'est pas encore très avancé dans l'année, mais je trouve que c'est déjà un des grands films de 2026. Oui, et je voulais d'ailleurs te demander, je crois qu'il est sorti en 2025 aux États-Unis, en oui, 2026 en Europe. Oui. Est-ce que ce film aurait chamboulé ton top de 2025? Je ne sais pas, je ne peux pas dire. On verra s'il sera dans le top de 2026 en tout cas. Il y a des chances, il y a des chances. Il y a des chances. Très bien. Et alors pour terminer, mais un peu sur le même thème que toi, avec quelque chose qui se rapproche plutôt de la fiction que du réel, je voulais parler de Inconnu à cette adresse, qui se place entre la nouvelle et le roman, donc c'est type épistolaire évidemment. C'est un échange de lettres donc entre deux amis. L'un est basé aux États-Unis, il est juif, l'autre est resté en Allemagne. On est dans les années 30, je crois que c'est plus ou moins entre 30 et 36. Et l'homme en Allemagne semble très heureux de la situation. Le pays donne l'impression de se relever, le pays est fier, la population est fière en elle-même aussi. Tout est bien organisé, tout est bien huilé.
et cela fonctionne comme il faut. Il admet cependant qu'il y a une certaine discrimination, mais il ne semble pas trop concerné. Donc on va suivre cette histoire en lisant les deux côtés de cette correspondance, en voyant un côté qui est plutôt rassurant, venant d'Allemagne, tandis que l'observateur extérieur qui est basé aux États-Unis s'en fait beaucoup pour ses amis, même pour cette relation qui est restée au pays, pour, je crois qu'il lui reste quelques membres de sa famille. Mais tout semble se passer pour le mieux pour cet homme qui est resté en Allemagne, qui, au fil des lettres, donne l'impression de vouloir prendre ses distances. Donc on ressent que l'amitié, qui initialement est assez intense, se détend petit à petit. On ne se reconnaît plus l'un l'autre. On a l'impression même de déranger en écrivant, ou même d'être une menace pour la paix de l'ami resté en Allemagne. Et le danger monte tellement qu'au moment fatidique, qu'on se rend compte que le titre nous avait déjà été soufflé. Donc on parlait de inconnu à cette adresse, on parle de lettres. Moi je voyais ça un peu comme le parallèle de l'homme qui tombe d'un bâtiment et qui, je pense que c'est dans le film peut-être La haine, et qui se dit jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici, et puis on s'arrête là. C'est le parallèle que j'ai fait à ce moment-là. C'est une œuvre intense, évidemment, qui a été fort remarquée à l'époque parce qu'elle dénonçait le nazisme bien avant qu'on s'en inquiète suffisamment même aux États-Unis. Et c'est l'œuvre principale de cet auteur qui, j'ai vu, a eu l'occasion de sortir d'autres livres par la suite, mais avec parfois un problème de timing. Une œuvre qui est sortie juste au moment des attaques de Pearl Harbor, donc qui a été un peu passée sous silence par la suite, mais qui reste assez une œuvre à impact, je peux dire. Oui, bah oui, c'est très très connu. Non, je dois reconnaître que moi je l'ai jamais lu, ce qui est un peu, je peux dire un scandale, mais en tout cas ça fait partie c'est parfois donné même à l'école, je pense. Mais par contre, j'ai sur ma table de nuit un autre livre de Christophe Taylor qui s'appelle Jour d'orage, que je n'ai pas encore lu. Donc je commencerai d'abord par celui-là, je pense, avant de lire Inconnu à cette adresse. D'accord. Et puis, ce que j'avais préparé, c'était aussi très similaire sur ce thème-là. J'ai eu l'occasion de lire Matin brun de Frank Pavlov. Est-ce que tu connais? Pas du tout. C'est un récit extrêmement court sur 10 pages et simplement la conversation entre deux amis qui se rendent compte qu'ils doivent adapter leur langage à la nouvelle situation politique et il faut commencer à utiliser le mot brun presque à toutes les sauces. Donc, le fait de ne pas avoir un chien brun est mal vu. On commence avec des choses assez simples. Et puis, c'est l'escalade. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus rien dire, que leurs discussions sont censurées. Ils s'autocensurent. Et c'est un peu une censure par lâcheté. Donc, ça reste aussi intéressant aussi. Je crois que ça a été écrit par l'auteur en préparation d'une conférence ou d'un festival contre le nazisme à l'époque, ou antifasciste. Pour la conclusion, Thibaut, je vais préparer quelque chose. Oui, bah en fait, j'ai pas mal réfléchi, voilà, presque cette opposition un peu entre États-Unis et France. Et je dirais que là où un Français aurait envie d'écrire, de dire voici ma vie, mais finalement un Américain va plutôt dire voici une histoire qui est née de ce que j'ai vécu, ce qui est une approche quand même très très différente. Et pour illustrer ça et en terminer, je propose de lire un petit extrait de quelqu'un que je n'ai pas encore cité aujourd'hui. Et c'était presque scandaleux, c'est John Irving. Alors pourquoi je n'ai pas parlé de lui jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à ce moment? Eh bien, tout simplement parce que même si les éléments autobiographiques sont nombreux dans son œuvre, on les connaît, on les a déjà vus, il ne parle jamais de sa vie, c'est jamais lui. Donc on ne peut pas parler inspiré d'une histoire vraie, il ne raconte pas sa propre histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Le Monde selon Garp, probablement son roman le plus connu et à mon sens, un des romans majeurs du XXe siècle. Il fait parler Garp, son personnage principal, qui est aussi écrivain dans le livre. Et voici ce qu'il dit. Garp le répétait toujours, la question qu'il détestait le plus s'entendre poser au sujet de son œuvre était dans quelle mesure elle était vraie, dans quelle mesure elle reposait sur son expérience personnelle. D'ordinaire, avec une patience et un calme infini, Garp répondait que la base autobiographique, en admettant qu'elle existât, était de tous les niveaux le moins intéressant pour aborder la lecture d'un roman. Comme il l'affirmait toujours, l'art du romancier est la capacité d'imaginer de façon vraie. Les expériences et les souvenirs personnels, les relents de tous les traumatismes de nos banales existences, étaient pour le romancier des modèles suspects, soutenait Garp. Il faut que la fiction soit mieux faite que la vie, écrivit-il. Et il vouait une haine obstinée à ce qu'il appelait le kilométrage bidon des épreuves personnelles et à ces écrivains dont les œuvres n'étaient importantes
que parce que quelque chose d'important s'était passé dans leur vie. La pire des raisons pour incorporer quelque chose à une œuvre, soutint-il un jour, est que la chose en question soit authentique, qu'elle soit réellement arrivée. Tout est réellement arrivé un jour ou l'autre, vitupérait-il. La seule raison valable pour incorporer une chose à un roman est que ce soit la chose qu'il aurait été idéal de voir arriver à ce moment-là. Un super roman, je me souviens l'avoir lu en 2014 d'ailleurs. J'avais emprunté dans une bibliothèque et j'en ai de bons souvenirs. Est-ce qu'il a été adapté au cinéma? Oui, avec Ok. Robin Williams dans le rôle titre. Ouais. Un film pas très notable, vite oublié, qui ne parvient pas à retranscrire la force du roman. Donc moi je trouve que c'est vite vu, vite oublié. D'accord. Dans les faits, j'ai l'impression maintenant, je pense que c'est parce que ce serait pas un livre qui ressemble assez fort à l'équivalent d'un Forrest Gump aussi. Le roman d'apprentissage à travers différentes décennies et un caractère un peu inoubliable, une personne inoubliable. Dans ce que tu expliques, oui. Après, ce sont des personnages très très différents et c'est une approche de la vie très différente aussi. Voilà, j'aurais pas fait le parallèle comme ça de prime abord, mais en tout cas, ce que tu évoques, voilà, ça se retrouve dans les deux, je pense. Ouais. D'accord. Et voilà, alors ça termine notre épisode sur inspiré d'une histoire vraie. Et étant donné que ce thème est porteur de pas mal de récits et d'œuvres, je pense qu'on fera sûrement un deuxième numéro un de ces jours. Donc j'ai vu notre liste lors de la prépa, on a au moins encore une dizaine d'œuvres qu'on pourrait facilement caser dans un autre podcast, un autre épisode. Donc ce sera pour une prochaine fois. Alors. Merci beaucoup Thib et à la prochaine. Oui, merci, à bientôt Max. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.